On va passer à la table ronde recherche. Ça va, Aurore? Vous avez récupéré? Hop, alors je vous rappelle. C'est une matinée dense pour vous. Je vais demander aussi à Delphine Trabert de nous rejoindre. Installez-vous, je vous en prie. Delphine, vous êtes docteur en psychologie et sophrologue. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut Adaptation. Et vous êtes aussi... Pardon? Non, je vérifie le micro. Prenez vos micros, ouais, allez-y. Et également conseillère projet au sein de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Et alors, vous y connaissez bien, et ça va être hyper important d'en parler, en ingénierie de projet en promotion de la santé. L'ingénierie de projet, vous dites, c'est comme la Nord, c'est quoi ce truc-là? Monter un projet, ouais, c'est de l'ingénierie en fait. Hein. Et c'est bien ça, c'est vraiment des aspects hyper importants quand on parle d'études scientifiques ou de recherche scientifique. Et puis Stéphane Giraudot, donc vous êtes co-directeur de l'Institut de sophrologie humaniste à Lille, vous êtes aussi sophrologue bien sûr. Vous avez présidé l'Observatoire national de la sophrologie et vous avez piloté un projet d'études sur les acouphènes. Donc c'était une expérience justement d'études scientifiques qui a rencontré des difficultés, mais d'où l'importance de cette expérience pour contourner ou du moins pour être efficace. Donc c'est quelque chose que vous savez déjà, mais on va bien le redire, c'est hyper important que vous puissiez appuyer votre pratique sur des études scientifiques, sur des résultats scientifiques, mais encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est qu'une étude scientifique. Il se peut que vous soyez sollicité un jour pour participer à un programme scientifique ou une étude, mais en fait, est-ce que vraiment vous participez à une étude scientifique ou est-ce que vous participez à un recueil de témoignages et d'expériences qui a sa valeur aussi, hein. C'est très intéressant, un recueil de témoignages et une publication qui sera un recueil de témoignages, pourquoi pas, c'est intéressant, mais ce n'est pas une étude scientifique. Donc le tout, c'est bien que ce soit clair pour vous, si vous êtes un jour sollicité, à quoi est-ce que vous participez? Parce que si c'est un recueil de témoignages, il faut que vous puissiez le présenter comme tel à vos partenaires, collaborateurs et surtout à vos clients. Donc comment est-ce que c'est un point sur lequel on va aller. Donc on va parler de plusieurs points. Donc de l'importance de l'étude, en fait je suis en train de le faire, l'importance des études scientifiques pour votre légitimité à vous et pour la confiance de vos clients. On va faire un état des lieux de qu'est-ce qu'il existe comme étude sur la sophrologie et pourquoi c'est difficile d'en avoir. Comment est-ce qu'on distingue une étude scientifique d'un recueil de témoignages ou de tout autre type de publication ou de l'information? Les points importants dans le montage d'un projet scientifique, parce que c'est pas tiens, je vais faire une étude scientifique. Et hop, c'est parti, non, c'est plus compliqué que ça. Et comment on communique les résultats, ça aussi, c'est super important. On est dans une période, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez saisi ce qui s'est passé pendant cette période Covid, notamment pendant le mois de mars, pendant la première période de confinement. Malheureusement, aujourd'hui, la parole scientifique est à peu près autant décrédibilisée que la parole politique. C'est un petit peu l'effet des chaînes d'infos en continu, hein, qui consomment énormément d'invités et qui parfois, c'est pas le bon casting. Donc on fait venir un médecin pour parler de recherche sur des vaccins. Donc il y a eu une énorme confusion des gens, tout le monde s'est mis à parler de tout. Et du coup, pour le grand public, on a un peu du mal à s'y retrouver et le grand public va manquer de culture scientifique. Donc la communication n'est pas toujours simple entre les scientifiques et le grand public. Mais on va apprendre. Où est-ce qu'on en est dans la sophrologie? Est-ce qu'il existe des études fiables sur cette pratique, sur cette méthode? Stéphane. Eh bien, à l'heure actuelle, il y a quelques études qui ont paru et qu'on l'on peut retrouver sur PubMed, par exemple, un des répertoires scientifiques le plus consulté et qui fait vraiment référence en la matière. Il y a peu d'études, mais il y en a. La dernière étant d'ailleurs, on en reparlera, une étude qui est parue l'année dernière sur les acouphènes et qui fait justement la suite de ce projet auquel j'ai participé et qu'on a initié au sein de l'Observatoire. Ouais. Mais vous dites quand même, il y en a relativement peu. Parce que c'est difficile aussi. C'est compliqué. Alors j'ai encore regardé cette semaine s'il n'y avait pas d'autres études qui avaient paru, mais effectivement c'est très restreint. Des études qui soient validées, qui aient une puissance suffisamment importante pour avoir pignon sur rue, être référencées. Ça c'est compliqué parce que la démarche scientifique, et c'est toute l'expérience personnelle que je peux relater aujourd'hui, c'est exigeant, ça demande du temps, ça demande du financement, des soutiens importants de la communauté scientifique, médicale, de la communauté de la profession, en l'occurrence des sophrologues, et c'est un travail de longue haleine.
Et donc ça se fait pas comme ça, quoi. Et qui ça implique aussi, qui doit pouvoir impliquer beaucoup de monde. Parfois, la difficulté, c'est... avec le facteur humain, J'ai effectivement. fait une étude dans mon cabinet avec 10 clients. Bon, Oui. 10 clients, vous voyez que c'est plus compliqué. C'était ça au départ. Hein. C'était Comme ça au départ, oui. Delphine, justement, comment est-ce que... Voilà, une étude scientifique, bon tiens, je vais faire une étude scientifique. Mais en fait, pour que l'étude soit dite scientifique, il y a quand même quelques critères à respecter. Ben, il y a toute une démarche, à la fois une démarche méthodologique de comment je recueille mes données et surtout faire en sorte que la méthode de recueil des données soit cohérente avec la question de recherche, puisque comme vous avez dit, tout recueil de données a sa valeur. Voilà, un entretien, un questionnaire, des données physio, voilà, ils ont leur valeur, mais ils ont une valeur s'ils répondent à une question de recherche. Donc ça, il faut y avoir une cohérence. Donc en fait, ça commence comme ça. Il y a une question qui est posée. Ouais. Je fais l'hypothèse que si je mène telle action, j'obtiens tel résultat. Ça, c'est une démarche hypothético-déductive. Donc Par on exemple. pose une hypothèse et on va essayer de voir, de vérifier si on trouve, on valide ou pas l'hypothèse. Mais il y a d'autres démarches où on peut regarder rétrospectivement les choses. Donc on va raconter. Le niveau de preuve va être différent. Et c'est là où c'est important de bien saisir la cohérence, de pouvoir bien communiquer là-dessus. Non pas pour dire qu'une démarche est meilleure qu'une autre, mais juste dire qu'une démarche est intéressante dans sa limite. Donc c'est connaître les limites de chaque démarche pour pouvoir la saisir au mieux et l'utiliser. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir cette cohérence, d'où l'importance de travailler en groupe, et travailler en amont la question de recherche et les outils ou la méthode pour recueillir les données qui vont répondre à cette question de recherche, soit en hypothèse déductive, soit de manière rétrospective, ou soit juste en expérimentation, juste à recueillir les événements qui se passent en fait. Alors, rien qu'en vous entendant parler, là, on comprend déjà pourquoi chercheur, c'est un métier. On se dit d'accord. Donc, c'est un métier. Donc, moi, sophrologue, je ne peux pas mener une étude scientifique comme ça dans mon cabinet, même si je suis avec d'autres sophrologues. Donc, en fait, le premier conseil en termes d'ingénierie de projet qu'on pourrait soulever, c'est il faut créer une équipe pluridisciplinaire. Tout à fait. Avec des à fait. gens qui sont sophrologues, dont c'est le métier d'exercer cette pratique, et des gens dont c'est le métier de faire des recherches. Tout à fait. Donc déjà, première chose, une équipe pluridisciplinaire. Donc tout ça, ça prend du temps, parce que faut payer le sophrologue, il faut aussi payer le chercheur. Et puis ça peut être un petit peu long. Plusieurs années avant que les études soient valorisées. Le processus de publication est très très long. Je pense que pour ceux qui ont publié, en ont fait l'expérience de cette longueur. Et le deuxième point, au-delà de la méthode et de la manière de formuler, il y a aussi tout un écosystème derrière, un cadre d'autant plus important maintenant de protection des données qui légitime un peu les données qui ont été recueillies. Donc bien informer que les données ont été recueillies dans une optique de recherche, que toute cette démarche-là est très claire dans la méthode, très transparent quand on recueille les données, et très important et très regardé par la CNIL, et d'autant plus maintenant avec la RGPD. Alors la CNIL, c'est la Commission nationale Informatique et liberté. Informatique et liberté. Merci. Qui vérifie que tout ce qui est collecté reste protégé, par exemple. Donc du coup, ça veut bien dire que, pareil, je déconstruis votre discours. Avant de se lancer dans une étude scientifique, il y a d'abord une phase de réflexion pour monter le projet dans le bon ordre. Donc c'est qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire et comment on va le financer. Je n'ai pas parlé encore du comité éthique. Ouais, allez-y. Comité éthique. Non, mais pour montrer la complexité, c'est que le comité éthique, maintenant, pour publier dans certaines revues, ils vont demander le numéro de comité éthique. Comité éthique, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, on garantit, en fait, on protège les personnes. Dans les sciences humaines, on peut protéger les personnes si jamais on a des méthodes invasives. Normalement, on n'a pas trop de méthodes invasives, mais aussi des questions, par exemple, qui peuvent provoquer, perturber des personnes. Donc, ça va être des questions du type est-ce que vous avez envie de mourir? Voilà, qu'on peut poser dans des questionnaires. Donc, le comité éthique regarde un petit peu tout ça. Et ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a aussi des assurances si jamais les personnes développent des troubles par rapport à ça, ou ont quelconque souci suite à l'étude. Il faut pouvoir assurer tout ça.
Donc bien sûr, dès qu'il y a des IRM, je pense que Aurore, tu en parleras plus que moi, c'est encore plus coûteux. Mais maintenant, même en sciences humaines, même si c'est recueil d'entretien, même si c'est recueil questionnaire, c'est important aussi de cadrer les données avec un comité éthique en amont. Et ça coûte aussi cher et ça nécessite d'être associé à différentes structures. Stéphane, on va revenir sur l'étude sur les acouphènes. Donc ça, c'était intéressant. C'est une étude qui n'a pas abouti parce que... On va retracer un petit peu les étapes, parce que déjà pour préciser que c'est en 2008 où l'Observatoire avait été créé justement dans cette optique de produire des recherches, parce qu'on était très pauvre en la matière. Et en même temps, c'est un domaine qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et quand on s'est réunis entre sophrologues de tout courant pour pouvoir aboutir à cette recherche et pouvoir répondre à tous ces médecins scientifiques qui disaient « c'est très beau, tous les résultats que vous avancez sur la sophro, que ça sert à plein de choses, mais prouvez-le ». Donc à partir de là, on a mis en place des commissions de recherche pour défricher le terrain. Qu'est-ce qu'il se faisait? Qu'est-ce qu'on pouvait monter comme projet de recherche? En réunissant des sophrologues travaillant de façon, si possible, pluridisciplinaire dans la matière. Donc ça a été, on est parti de zéro et on a découvert toute cette complexité. C'était un peu les pieds nickelés au départ. On a dû apprendre au fur et à mesure quelles étaient les étapes. Soyez bienveillant avec vous-même. C'était une première expérience. C'était une première expérience, mais d'ailleurs c'était passionnant. C'était passionnant de voir au fur et à mesure comment on pouvait aboutir, franchir ces étapes et à partir d'un projet de recherche, comment aller vers le monde médical, scientifique, pour aboutir à un projet suffisamment sérieux. Donc vous aviez monté une équipe pluridisciplinaire. Alors on s'est appuyé sur une équipe de sophrologues qui travaillait déjà avec une équipe pluridisciplinaire en acouphénologie, l'AFREPA, l'Association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie. Ce qui permettait d'avoir un relais médical, parce qu'une étude est forcément encadrée par le médical. Il faut un référent qui se porte garant, et donc un médecin ou un chercheur. Et donc on avait ce contact-là, et à partir de 2010, on a tout investi finalement sur la commission acouphène qui était la plus avancée sur ce domaine. Et on a monté. Et donc on s'est mis en contact avec une structure privée d'encadrement d'études, parce qu'on n'avait pas de relais hospitalier qui permettait de à la fois recueillir les données, réaliser les statistiques, faire la publication, enfin toutes ces démarches qui vont après. Et c'est là où s'est posé le gros problème financier, enfin, un enjeu financier, et parce qu'on avait une ambition aussi que l'étude soit la plus valide possible, pour ne pas répéter des petites études de quelques patients mesurés comme ça dans un centre sans être contrôlés. Et ça, c'était un coût important. Pour vous donner une idée, c'était 200 000 € le budget pour aboutir à l'étude. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire, si vous passez des espérances en disant on n'y arrivera jamais, on ne pourra pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Et qu'il faut continuer à être ambitieux, d'autant que vous avez découvert en 2 jours que vous étiez des biochimistes qui s'ignoraient, mais aussi des thérapeutes. C'était long le titre. Ils sont quoi d'autres qui s'ignorent? Thérapeute en thérapie cognitivo-comportementale. Voilà, qui s'ignorent. Donc quand même, maintenant que vous le savez, il ne faut quand même pas vous brider. Souvenez-vous aussi, il y a une dame qui vous a dit hier, soyez pas timide, je dis pas patient, je dis client. Oui, je sais que c'est vous qui avez dit ça. Ah oui, on est bien d'accord. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, mais on se prend pour ce qu'on est. Voilà. Voilà, donc on se met bien dans ses baskets, quand même. On est bien d'accord. Donc ça veut simplement dire qu'il faut bien poser son enjeu, bien y réfléchir. Des fois, les financements sont importants, mais il faut aller les chercher. Voilà, c'est plus ou moins long et plus ou moins compliqué, mais c'est possible. Qui disait rien n'est difficile, c'est quand on ne le fait pas que c'est difficile. Et ça c'est tout. Mais en fait, il faut bien penser à tous ces aspects-là, d'où l'importance de travailler avec des professionnels qui savent déjà les étapes à remplir. Et alors là, je voudrais aussi aller vers vous, Aurore, parce que du coup, on voit bien qu'il y a plein de domaines qui seraient très intéressants en sophrologie, pour mener des recherches. Quand on entend ce que vous nous expliquez ce matin sur le fonctionnement du cerveau et des émotions, et qu'on voit ce que propose la sophrologie, on se dit, il devrait y avoir moyen quand même de se dire, mais si on les met ensemble, les neurosciences et la sophrologie, on devrait pouvoir montrer que ça fonctionne. Donc il y aurait bien des sujets d'études à mettre en place. Il y a de
très nombreux, je ne sais pas si ça marche, c'est bon? Si, mais vous pouvez bien parler devant le micro. Il y a de très nombreux sujets d'études, en effet, qui pourraient être très intéressants pour les sophrologues. Je voudrais d'abord rebondir sur ce qui a été dit. Vous avez parlé des différentes méthodologies et notamment des rapports de témoignages. En fait, on a déjà un cadre en recherche, c'est en épidémiologie, on a différents types de preuves. Et en fait, comme l'a très bien expliqué Delphine, en fait, il s'agit de bien jauger de la portée du type de preuve qu'on a. Il faut juste, comme a été très bien dit à l'instant, il ne faut pas prendre des torchons pour des serviettes, on va être très clair, mais néanmoins, les témoignages qui nous sont apportés, et on l'a vu très très brillamment hier avec la magnifique alliance dont on a été témoin dans l'après-midi. Philippe Aubert et Nathalie exactement. Bergeron. Les témoignages ont une valeur. Et des recueils de témoignages, on a d'ailleurs des publications scientifiques avec un patient en médecine. C'est très courant. C'est juste que c'est comment ? Pas suffisant. C'est pas suffisant, mais ça a quand même une valeur scientifique. Ça peut, ça n'a pas la même valeur qu'une étude en double aveugle, etc. Mais ça a quand même une valeur scientifique. Donc, si on arrive déjà à bien jauger du matériel dont on dispose, on peut quand même faire des choses. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, qui est aussi extrêmement importante, c'est de bien comprendre dans la validité d'une étude scientifique, c'est qu'elle soit peer-reviewée. Ça veut dire que quand on publie une étude, il ne s'agit pas juste de la publier comme ça. L'étude qui est publiée va être soumise à un comité scientifique. En général, il y a 3 autres scientifiques qui vont relire, mais ça peut être 5, ça peut être un peu plus, qui vont relire l'article qui a été soumis et qui vont juger de la qualité de la recherche. Ils peuvent accepter la recherche telle quelle, mais ils peuvent aussi dire non, en fait, il faut retravailler telle partie dans la rédaction, mais refaire aussi des études statistiques ou bien ajouter des manips qui manquent parce que l'expérience a été mal designée. Donc en fait, il y a encore d'autres difficultés qui s'ajoutent, qui font que justement ça peut coûter cher, que ça prend énormément de temps, d'où l'importance de vraiment très très bien se positionner, d'être très très rigoureux au départ pour bien savoir ce qu'on a entre les mains, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, où est-ce qu'on va aller avec ça, bien designer son expérience si on veut faire quelque chose d'empirique avec de l'expérimentation scientifique pour pas tomber dans ces écueils. Là, on est vraiment comme dans le projet architectural, quoi. Bien faire son dessin au départ, il ne faut pas s'embarquer dans une construction qui n'aboutira jamais parce que les fondations ne sont pas assez solides ou qu'on a mal prévu son coup, en gros. Sur la question que je vous posais avant, les domaines, quand vous dites, oui, il y a plein d'études qu'on pourrait faire, spontanément, ce qui vous vient. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Alors, disons que c'est la première réunion. Si on faisait une étude scientifique? Alors là, tout à l'heure, justement, quand je reprends ce que je disais, pourquoi je dis que vous faites de la thérapie cognitivo-comportementale sans le savoir, quand vous êtes en train de faire des visualisations à des personnes qui ont un stress, ou par exemple des personnes qui ont peur de l'avion, que vous leur faites revivre un décollage, etc., pour diminuer le stress, ça, c'est typiquement de la thérapie cognitivo-comportementale, mais avec des outils de la sophrologie qui vont aussi aller directement adresser la réponse physiologique, ce que ne font pas les psychologues en thérapie cognitivo-comportementale. Ça peut avoir des avantages très intéressants parce que on va plus vite quand on est dans du corps. Donc peut-être que on pourrait faire l'hypothèse qu'il y a besoin de moins de séances pour diminuer une anxiété lors d'un décollage. Ça pourrait être un premier, à chaud comme ça, une première étude. Voilà. Donc la première phase, on définit bien sa question, sa problématique. Voilà, il faut qu'elle soit très précise. Plus la question est circonscrite, plus elle est définie, plus elle est presque petite, meilleure sera la portée de l'étude. Ce qui veut dire aussi renoncer à une étude unique qui va valider la sophrologie en général. Avancer par petits pas. Vu la diversité, de toute façon, des champs d'application, donc voilà, c'est le mythe de
La sophrologie est-elle valide? Je vais faire une étude scientifique pour répondre à cette question, ça c'est pas possible. Juste, je reviens dessus. Il faut s'appuyer aussi sur les compétences et les retours qu'on a par les personnes qui viennent nous voir, mais aussi par les collègues. J'en profite pour glisser un petit mot parce que je travaille énormément avec les victimes de violences sexuelles. Alors, c'est un résultat négatif, mais c'est néanmoins un résultat. J'ai beaucoup d'anciennes victimes qui viennent me voir et qui sont passées par la sophrologie et qui me disent que la sophrologie ne leur a pas fait du bien. On ne remet pas des victimes de violences sexuelles dans le corps. Donc ça, je le redis parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas ce recul là. Et en fait, c'est en fait une preuve justement que la sophrologie fait quand même quelque chose. Comme, je sais pas, on donne pas de l'aspirine à quelqu'un qui vient de se couper. Il y a aussi des choses à ne pas faire. Et c'est aussi très important de l'avoir. Donc pour justement trouver et cibler les objets potentiels de recherche, ben en fait il faut aussi écouter ce que nous disent les personnes en cabinet et aussi les expériences qu'on va tous partager ensemble. Donc partager de l'information, partager de la connaissance, beaucoup communiquer entre vous. Ça c'est vraiment important pour aller chercher les domaines importants à explorer ou les pratiques à exclure et d'autant plus efficaces quand il le faut. Vous vouliez dire, Stéphane? Oui, j'étais sur l'idée de la validation de la sophrologie à travers ces études. Une des difficultés à surmonter aussi, c'est qu'est-ce que la sophrologie, où est-ce qu'on se rejoint et dans quelle mesure une étude qui valide un protocole appliqué et qui a un effet avant-après, dans les études comme ça quantitatives sur la preuve, où on va passer un test avant, un test après, dans quelle mesure cela peut valider la sophrologie au sens large. Et en général, ça valide un protocole ou un courant qui va s'affirmer comme, voilà, c'est de la sophrologie kaysédienne, par exemple, comme il y a un certain nombre d'études qui sont parues. Donc là, mon souhait serait d'aller vers des protocoles de recherche, vers une démarche de recherche qui réunisse la profession et dans lequel tout un chacun pourrait se reconnaître en tant que sophrologue et non pas une étude hyper spécialisée sur un symptôme unique et avec un protocole appliqué sur un symptôme. Et en même temps, Delphine disait qu'il vaut mieux être précis dans sa question au départ. Donc. C'est toute la difficulté de jongler entre le réducteur de l'étude, où il faut être très précis, pouvoir répondre et en même temps ouvrir, pour ne pas être trop radical, et qu'une partie de la profession ne se retrouve un peu je vois que ça de réagit côté. derrière. Oui, je vous écoute. Oui. Non, toute la question est de la généralisation des résultats. Quand on mène une étude, il faut justement être précis, mais c'est la qualité du design qui va nous permettre de dire si les résultats vont être généralisables ou pas. Et c'est là où c'est intéressant et d'être vigilant quand on va utiliser et communiquer sur une étude, d'où le cadre, voilà, ça valide un protocole, ça valide un protocole face à une question donnée, une problématique donnée, mais voilà, ça va pas généraliser, ça va pas être généralisable par exemple à toute la population. Ça va être généralisable, par exemple, si on travaille sur les adolescents et qu'on mène une étude uniquement sur les adolescents, ça va être généralisable pour tous les adolescents. Et il va falloir refaire une étude pour éventuellement cibler une autre population. Par exemple, là, si on cible les populations. Et il y en est de même pour les protocoles. Il va falloir commencer par un protocole, puis un deuxième, puis un troisième, et puis après, au fur et à mesure, les données vont s'accumuler et on va pouvoir plus ou moins généraliser. Voilà. Mais on est obligé d'y aller étape par étape. Étape par étape. Moi, je me demandais là ce que vous disiez, Stéphane. Alors, peut-être que j'ai mal compris. Donc, il y a plusieurs courants dans la sophrologie, et vous dites qu'il faut qu'on se retrouve. Mais quand vous me dites ça, moi, ça me fait, ou alors j'ai mal compris, mais ça me fait un peu penser, si vous voulez, à l'empereur Constantin qui décide de faire du christianisme une religion d'État, sauf qu'il y a plein d'églises différentes. Il leur dit, bon les gars, mettez-vous d'accord, hein, faites des conciles, parlez pour qu'on ait une religion qui fonctionne. Et résultat, ça a créé plein de schismes, en fait, en réalité. Donc là, je me dis à un moment, est-ce que... vous voyez ce que je veux dire? Je dis, mais En fait, il ne faut pas que les querelles d'école, entre guillemets... En fait, ce que je dis se réfère à l'expérience au sein de cette étude que l'on a tenté de mener et qui n'a pas pu aboutir car la partie financière était trop importante. Oui. Pourtant, on a été très loin. Hein. On a eu jusqu'aux soumissions réglementaires. Donc, on avait abouti à un protocole de 40 pages. Ça avait été très loin. Sauf que on s'est retrouvé isolé.
par rapport à la profession, pas suffisamment soutenue D'accord. de mon point de vue, et que si la profession avait été plus unie sur voilà, une étude, un projet d'étude intéressant qui pourrait bénéficier à tout le monde, à l'ensemble D'accord. de la profession, peut-être qu'on aurait pu y arriver. Alors est-ce que ça ne veut pas dire que dans le cas, en plus de toutes ces étapes qu'il faut respecter pour mener une étude scientifique, jusqu'au comité d'éthique, le comité de financement, le comité de design, je les appelle tous comme ça, hein, l'équipe pluridisciplinaire en elle-même, est-ce que, puisque la sophrologie est une méthode, une pratique relativement jeune, il ne faut pas aussi, de la même façon que vous avez un syndicat, qu'il y a des congrès qui sont organisés, donc il y a des institutions qui sont en train de... des outils, hein, des institutions qui se créent, est-ce qu'il ne vous faut pas un comité scientifique ou un comité d'études scientifiques qui vous réunissent pour voir ensemble ce que vous pouvez faire en amont du projet? ce serait mon idéal, oui, d'aller vers cela. Même sans être complètement réunir l'ensemble de la profession, pas non plus être dans un maximum de monde, mais un maximum de monde, et qu'on Est-ce... ne se regarde pas en chien de faïence en disant ah, si lui publie une étude, oh là là, ça va bénéficier à lui, mais pas à moi, et pas à moi, et d'essayer de retirer la couverture. Oui. Je me permets d'intervenir pour donner une information par rapport à la recherche. Donc, je suis Adeline Kameni, syndicat des sophrologues professionnels. Le 19 mai dernier, j'ai participé à une formation qui s'appelle Initiation à la recherche clinique non médicamenteuse, qui a été proposée par une structure qui s'appelle MyWay. Donc l'idée vraiment, c'est si nous voulons nous lancer dans la recherche, il faut savoir de quoi on parle. Donc cette structure peut vous former et vous indiquer ce qu'est une recherche et vous donner des informations claires et précises. Donc moi, je m'y suis inscrite parce que je m'intéresse au cancer et ce que la sophrologie peut apporter aux personnes atteintes de cancer. En sortant de là, je me suis dit, ouais, non, c'est un métier, quoi. C'est d'une complexité sans fin. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir l'intérêt d'être sensibilisé concrètement à la question. Et dans ma tête, ça chemine. Donc, pour que nous puissions tous, un jour, créer des groupes de recherche, faut-il que nous soyons conscients de toutes les étapes, de tous les enjeux, et que nous soyons à minima formés. Donc, il y a ça de la table ronde. C'est le but de cette table ronde, de répondre, de mettre en avant tout ça. Voilà, donc il y a cette structure-là qui s'appelle MyWay, qui propose des journées de formation. Il y a ça d'une part, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on mesure exactement quand on fait de la recherche. Parce que nous sommes dans une époque où on est sur tout ce qui est intervention médicamenteuse quand même. Les critères de validation d'une recherche ne sont peut-être pas aujourd'hui adaptés à ce que nous appelons des interventions non médicamenteuses, comme la sophrologie par exemple. Est-ce que les critères actuels sont capables d'évaluer la sophrologie ou d'autres disciplines comme le yoga ou je ne sais quoi? En fait, évidemment, ça dépend du cadre disciplinaire. Hein. Si vous faites une recherche, moi je suis historienne et j'ai fait de la recherche en histoire, évidemment que c'est pas les mêmes critères que de la recherche en physique ou en maths, puisqu'on est dans des sciences humaines et que donc on ne sort pas avec des tableaux statistiques et des chiffres. Aujourd'hui, nous n'avons pas bâti... Pardon. Non, mais c'est à bâtir. Voilà, c'est à bâtir. Voilà. Oui. En effet, c'est à bâtir. Et pour répondre précisément sur la question des recherches non médicamenteuses, on a des résultats typiquement sur les thérapies cognitivo-comportementales. Donc l'implication de telle ou telle méthode de psychologie pour réduire les phobies, pour réduire les symptômes de choc, de stress post-traumatique. On n'a pas besoin de médicaments, il y a des outils thérapeutiques non invasifs et qui sont complètement référencés, complètement publiés. On a des années, même des décennies maintenant, de recul sur des techniques comportementales. Donc en fait, pour ça, il faut s'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Donc c'est exactement ça. Il faut en effet, le métier, c'est pas seulement savoir comment on va faire, c'est aussi avoir la culture, parce que la science, c'est aussi une culture, de savoir ce qui a déjà été fait, sur quoi on peut s'appuyer pour construire ce qui a été fait. Par exemple, il y a d'autres choses, notamment vous parliez des cancers, tout ce qui va être soins palliatifs, aider à réduire la douleur, et je sais que c'est quelque chose qui est très
efficace. La sophrologie a vraiment un truc à apporter dessus. On a, alors ces outils, ça c'est un vrai problème de manière générale en sciences. Actuellement, la mesure de la douleur, on a des échelles, on a des outils, mais ces outils, ils sont questionnés par l'ensemble de la communauté scientifique, du médecin, du gériatre, de l'oncologue, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement transversal, et tous les scientifiques vont se heurter à la même limitation de la mesure. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais en avoir conscience. Mais c'est important que vous parliez de ça. De toute façon, c'est le chapitre là que je voulais aborder, sur s'appuyer aussi sur ce qui existe déjà. Par exemple, pour les approches non médicamenteuses, il y a tout un tas d'études qui ont été publiées, bien sûr, et surtout bien vulgarisées, sur, par exemple, les effets de la méditation de pleine conscience. C'est pas un médicament, il y a énormément d'études qui sont faites, donc c'est des outils que vous pouvez... J'arrive une petite seconde. C'est des outils que vous pouvez utiliser. Donc c'est important aussi que vous fassiez votre propre culture scientifique. Par exemple, je me souviens qu'au dernier congrès en 2018, était venu alors j'ai pas son nom en tête, mais ce chercheur qui expliquait comment il avait pu être prouvé que le simple fait de respirer en pleine conscience permettait de désinhiber l'amygdale et de se détendre. Ce que vous venez d'expliquer, qui donc sont des résultats de recherche scientifique sur le fonctionnement des émotions, ce sont des outils que vous pouvez utiliser, c'est de la culture que vous pouvez utiliser, parce que vous disiez aussi tous les trois qu'il est important avec vos clients de faire de la pédagogie. Vos thérapies, c'est aussi de la pédagogie avec vos clients. Je parle à votre place, mais vous êtes d'accord? C'est pour résumer. Tout à fait. Et la sophrologie s'appuyant sur des méthodes déjà existantes, enfin des techniques de respiration. Donc on peut aller chercher là la culture. Il y a déjà de la ressource. Et ce que je trouverais très intéressant et même nécessaire à un moment donné, au-delà de poser une approche sophrologique, quel résultat après un protocole de recherche, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce protocole de recherche, qu'est-ce qui fait qu'on obtient des résultats, quels sont ses fonctionnements, et non pas uniquement rechercher, étudier pour prouver qu'il y a un résultat, mais étudier pour comprendre ce que l'on met en place et peut-être ce qui fait l'originalité de la sophro aussi. Oui. Je voudrais rebondir là-dessus, qui pourrait aussi faire le lien, c'est que de plus en plus, on va parler en termes de processus. Quels sont les processus qui sont en jeu? Quels sont les processus qui sont impliqués? J'en parlerai aussi dans ma présentation, mais ça apporte cette liberté de comprendre les mécanismes neurophysiologiques, comment en fait l'horlogerie interne bouge, et après, je peux mettre de la sophrologie, je peux mettre de la cohérence cardiaque, je peux mettre la méditation de pleine conscience. Ce sont juste des voies d'accès qui sont différents, des termes qui sont différents, qui vont faire écho à des sensibilités différentes. Mais derrière, en fait, on retrouve les processus communs, comme la respiration qui est au cœur de beaucoup de choses. Mais derrière, c'est exactement les mêmes processus physiologiques. Donc on part déjà de bases intéressantes, on part pas de rien. Donc si on raisonne en termes de processus, on peut se rattacher aux sciences cognitives, à la psychologie, différents courants de psychologie, et aussi à toutes les techniques psychocorporelles qui sont validées, en cours de validation aujourd'hui. Du coup, avec un socle scientifique qui existe déjà. On n'est pas obligé d'attendre les études de sophrologie pour s'appuyer sur ces processus, c'est ce que je voulais dire. On a déjà un socle, maintenant allons un petit peu plus loin. Oui, c'est vraiment pour rebondir ce qui vient d'être dit. On peut aussi, en effet, s'appuyer sur toutes les études sur le sport qui ont été faits, sur le yoga, la méditation pleine conscience, la cohérence cardiaque. On a déjà des études. On n'a pas, ces études ne portent pas le terme de sophrologie à proprement parler. Mais elles ont leur utilité. Mais elles ont l'utilité, et c'est exactement les mêmes processus physiologiques qui sont impliqués. Donc, le futur comité scientifique que vous allez créer un jour, il a intérêt aussi un jour à se créer un corpus de littérature scientifique sur la neurophysiologie, etc., pour que tous ces outils servent aux sophrologues. Mais c'est la base d'une étude scientifique. On ne se lance pas dans une étude scientifique sans lire la littérature. C'est la première chose qu'on demande aux étudiants. Nous, on pourra en parler. Quand on fait une thèse, on nous donne une pile d'articles scientifiques à lire. Ah oui, alors, ça c'est le petit point important sur qu'est-ce qu'un article scientifique. Mais bon, ça c'est un problème, c'est comment on s'informe tout court. Je vous invite à être ultra vigilant sur les sources. Et
Alors bon, vous n'êtes pas des étudiants en journalisme, mais quand même, moi je suis un peu surprise parfois, parce qu'on est dans le monde d'Internet et donc c'est génial, c'est un super outil, on a accès à énormément d'informations, à énormément de connaissances. Mais pensez à aller voir quelle est la source, parce que du coup tout émerge, pas du tout en fonction de la qualité, mais en fonction avec les arrives, en fonction du nombre de vues. Alors l'article qui arrive en premier quand vous faites une recherche, c'est pas forcément celui qui est le plus fiable. Regardez bien la source. Je vous donne juste un exemple. Mais qu'est-ce que... Oui, on sait une source. Bah, vous savez, mais je suis un peu surprise parfois avec des très jeunes journalistes quand ils me disent le Mont Blanc a été mesuré à 4910 mètres récemment. D'accord. Tu peux afficher ce chiffre-là à l'écran, mais s'il te plaît, tu mets la source. Et la surprise, il m'écrit Le Monde. J'ai dit, c'est le journal Le Monde qui est allé mesurer le Mont Blanc ou est-ce que c'est l'IGPN? Par exemple, il me dit « Ah, mais je l'ai lu dans Le Monde ». Oui, mais c'est pas la source, par exemple. Ou alors, on me met un article de loi, on me dit « Voilà, article 10 sur la loi qui dit que maintenant les salariés, etc. » C'est quoi la source? Le Figaro. Alors, non, c'est le Code du travail, par exemple. Donc, la source, voilà, c'est important de voir d'où vient l'information pour voir sa fiabilité. C'est pour ça que, je vous donne un autre exemple. Vous pouvez des fois faire « Oh, Wikipédia, c'est n'importe quoi », mais en même temps, tout le monde va sur Wikipédia. En fait, Wikipédia, ce qui est hyper intéressant dans cette encyclopédie collective, c'est les sources qui sont indiquées en dessous. Donc c'est très bien d'aller sur Wikipédia à condition de ne pas se contenter de ce qui est écrit dans le corps du texte, mais d'aller regarder les sources. Et moi, ça me sert vraiment, j'utilise très souvent Wikipédia pour aller directement aux sources et voir si elles sont valables ou pas, quoi. Donc voilà, c'était un petit conseil de journaliste. Il y avait une question, oui. Et après, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais parler du coup de recherche paramédicale. Donc, il y en a une en 2009, du coup, parce qu'en fait, moi, je suis en train de mener une recherche. Je viens d'inclure 90 patients dans le cadre du cancer, justement. Donc, je travaille à Caen. Je suis sophrologue au centre François Baclès à Caen, au centre de lutte contre le cancer. Dites-nous. Et du coup, je travaille avec le CHU de Caen. J'ai pu mener une recherche sur l'impact de la sophrologie sur la biopsie, sur la douleur lors d'une biopsie ostéomédulaire. C'est une biopsie d'os, en fait, qu'on fait sans anesthésie générale, du coup en anesthésie locale. Et je viens d'inclure donc mes 90 patients. C'est une étude randomisée, donc qui va être dans un cadre très scientifique. Là, du coup, je suis aidée de la DRCI du CHU. Donc, direction de la recherche du CHU. Donc, je suis investigateur principal, donc c'est moi qui mène la recherche. Je suis coordinatrice de l'étude. Je suis infirmière, donc je ne suis pas médecin. Donc, il y a bien, dans le cadre du paramédical, on peut vraiment commencer à faire des recherches, et il y en a de plus en plus. Donc là, je suis au moment où je refais donc mes patients sont inclus. J'ai quelqu'un qui va regarder mes résultats. Je n'ai pas encore les résultats, je vais les avoir mi-novembre. Et en fait, pour parler aussi de la longueur d'une recherche, j'ai commencé en 2016 à monter le protocole, à l'écrire. Donc j'ai été aidée vraiment par un maître, quelqu'un qui m'a aidé à faire l'écriture, parce que ce n'était pas mon métier, et c'est vraiment un métier, quoi. Il a fallu aussi, quand on fait une recherche, vous n'en avez pas parlé, mais il faut passer un examen, enfin une espèce de... Moi j'ai fait ça par visio. Il faut avoir, pour être investigateur principal, il faut avoir une certification, en tout cas, sur la recherche, en tant que chercheur, du coup. Donc il faut passer un petit examen qui est valable 3 ans et qu'il faut refaire tous les 3 ans. Donc ça, je ne savais pas. Donc j'ai pris les choses au fur et à mesure. Donc 2016, début de mon questionnement, donc cette recherche que vous avez dit tout à l'heure, puis passer à plusieurs commissions pour avoir des sous pour mener cette recherche. J'ai eu donc 27 000 €. J'ai réussi par la recherche paramédicale du CHU de Caen ils m'ont accepté cette recherche, puis la mise en place du protocole, et puis ensuite un cahier écrire un cahier, enfin c'est d'une longueur incroyable, et puis donc, en fait, 2 ans d'inclusion de patients, 2 groupes de 45 patients,
Donc, et puis où je randomise moi-même les patients, je fais moi-même la sophrologie quand le patient est dans le bras sophrologie et le bras sans sophrologie. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, vous confirmez, voilà, par votre expérience, c'est un petit peu long, voilà. Tout ce que vous avez dit. Mais ça ne veut pas dire que, enfin, voilà, c'est comme ça prend un petit peu de temps. C'est hyper intéressant. Mais du coup, on pourrait grouper vraiment toutes ces initiatives qui sont prises. C'est sûr que ce serait quand même assez chouette de les... Et alors, je ne sais pas pourquoi vous en parlez. En quelques mots, s'il vous plaît, parce que je voudrais que d'autres personnes... Il y a quand même le GES, groupement d'épistémologie de la sophrologie, vous en parlez pas, mais c'est un groupe... C'est plutôt Stéphane qui pourrait en parler que... Et du coup, il y a un livre qui est sorti avec tous les... D'accord. Où on a répertorié toutes les recherches. D'accord. Stéphane ? Je n'en fais pas partie, ça va être un peu compliqué pour moi de parler du GES. Il y a une initiative, en tout cas, qui est forte, mais pour moi, ça demande à être plus large. Et que ça ne repose pas essentiellement sur une personne, mais vraiment sur une profession. Oui, il me semblait que c'était quelque chose, du coup, de toute la profession. Et moi, je sais pas comment... Pardon ? Ah non, bah non. Du coup, à la fin, je ne sais pas où est-ce que je vais publier, parce que là, j'en suis à écrire la publication. Et vous voulez aussi? Je vais écrire dans une revue scientifique d'hématologie, mais au niveau de la sophrologie, là, je ne sais pas trop comment... Alors, ce qu'on va faire, je vous propose, madame, c'est sur un cas particulier... Je peux répondre oui, rapidement à ça. Rapidement, c'est que, il y a plein de questions et on est déjà au bout du temps. La volonté du GES, il me semble, était de faire des revues. Le problème, c'est que les revues, elles doivent être acceptées au niveau international. À la limite, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche un peu d'où c'est publié. L'important, c'est que ce soit publié dans quelque chose d'officiel, où il y a la méthode que j'expliquais tout à l'heure, avec d'autres scientifiques qui vont valider votre méthode. L'important, c'est d'abord ça. Après, rien n'empêche de le republier ailleurs dans des formats plus adaptés à une publication de sophrologue. Donc, publier dans un journal international ou référencé, en tout cas, ça suffit. C'est très bien. Alors, ce que je propose pour un cas d'étude, merci pour votre témoignage, mettez-vous en contact après la pause pour que votre projet puisse avancer dans la bonne direction, profiter des contacts que vous pouvez nouer ici. Oui. Oui, je veux bien prendre la parole parce qu'on a beaucoup travaillé avec Stéphane sur ce projet d'étude. Et ce que je voulais quand même dire, c'est que j'ai réussi à publier derrière un protocole sur les acouphènes. Voilà. Donc c'est aussi 4 ans de travail, en 2016, avec une méthodologie, et surtout ce qu'il y a d'intéressant peut-être pour nos collègues, c'est que ça s'est passé en milieu libéral. Et donc, on a réussi en fait à être publié dans une revue scientifique à comité de lecture. Ça veut dire qu'on a été revu par nos pairs, on va dire. Et ça a été publié en mai 2020, donc c'est assez récent. Et il y a eu 17 sophrologues qui ont en fait pris des patients. Et on avait quand même une cohorte de 240 au départ. Et il y a eu des abandons, et donc l'étude se fait sur 130 patients, et on a fait et ça répond à une des questions que vous avez évoquées, on l'a fait sur un questionnaire de qualité de vie. C'est-à-dire que les personnes allaient mieux, et surtout que les résultats sont très intéressants, et là on les trouve dans PubMed, et je suis la directrice de l'étude, voilà. Mais ça a été co-signé avec 3 ORL, 3 médecins, et c'est important de le dire aussi qu'on a besoin de l'équipe pluridisciplinaire. Et puis on a besoin aussi du milieu médical pour pouvoir avancer. Je vais prendre une dernière question. En fait, vous êtes combien à vouloir poser des questions là? J'ai le micro, donc il faut que je m'en serve. Qu'est-ce que c'est que cette prise de pouvoir là? On prend, s'il vous plaît, par contre, je veux bien que ce soit des questions précises, qui amènent une réponse précise pour qu'on puisse avancer, sinon on prend trop de retard, s'il vous plaît. On va laisser parler la dame en premier, monsieur, vous voulez bien? Caroline, un micro, s'il vous plaît. Oui, je voudrais quand même préciser que la première étude qui a été faite, c'est initiée par Luc Audouin. Oui. Du CAS, on peut quand même lui rendre hommage pour ça. Hommage. Parce qu'en 1999, il y a eu cette étude faite avec un médecin du Centre du Sommeil, le docteur Véronique Steil. Alors c'est vrai que c'est une étude qui était plus que succincte, sur 50 patients, qui a quand même été publiée, ça a été la première. C'est quand même une référence. Et là, on a mis au point une étude au Centre du Sommeil, où moi j'en suis à presque 1000 patients. On approche les 1000. Sauf que ça devait être présenté au Congrès du Sommeil avant la pandémie.
Et puis tout le monde accélérait pour qu'on puisse le présenter. Et puis il y a eu le confinement, donc c'est tombé dans les oubliettes. D'accord. Mais il n'y avait plus qu'à l'interprétation, l'écriture. Tout était fait. Hein. Bah, il faut ressortir Voilà, ce- donc, et donc ça, en fait, ça a il été se passe quand initié même avec beaucoup de le choses. GES. C'est ce que je voulais dire, parce D'accord, que il y a- c'est quand même la première fête ici, au Ouais, CES. ouais, mais il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives qui sont mises en route, donc c'est vrai que ça vaudrait le coup de rassembler un peu tout L'importance de ça. structurer. Ouais, de structurer tout ça. Monsieur, Oui, on n'a merci. plus qu'une minute. Oui, une minute. C'est précis. En fait, je reste dubitatif sur les méthodes scientifiques appliquées à la sophrologie aujourd'hui. J'ai peur que l'on rentre dans des histoires de protocoles et en fait qui dénaturent la sophrologie. Et en fait, je me demande, ma question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas, puisqu'on parle de bien-être avec la sophrologie, est-ce qu'on ne pourrait pas baser en fait l'étude scientifique sur uniquement des témoignages? Il y a les deux qui sont possibles. Enfin, je te laisserai continuer, mais il y a l'étude quantitative, il y a l'étude qualitative aussi, qui peut essentiellement reposer sur les témoignages, sur le récit et de la personne, de comment elle vit la sophrologie, ce que ça lui apporte, et d'aller au-delà de la réponse à une demande, à un symptôme, avec un protocole qui aurait une action sur le symptôme, mais plutôt l'accompagnement sophro et ce qui se joue dans la sophro et pour la personne avec cet accompagnement. Après, j'irai attention à l'image d'Épinal, peut-être qu'il y a aussi ça sur l'étude scientifique, ça va être mettre les choses dans des cases. Et avec des chiffres et des mesures et des baromètres. Encore une fois, pardon ? Encore une fois, dans les sciences humaines, par exemple, il existe une discipline en histoire où on va utiliser les archives orales. Il y a une époque, en histoire, on se demandait bien comment est-ce qu'on pouvait utiliser les témoignages. On savait faire parler l'archéologie, on savait faire parler des pierres tombales, on savait faire parler des pièces de monnaie, la numismatique. Puis on se demandait, mais à ce compte-là, les populations, c'est juste un exemple, hein, les peuples qui n'avaient pas d'architecture, pas de monnaie, n'avaient donc pas d'histoire. Donc les Papous n'avaient pas d'histoire. Et donc il y a tout un mouvement qui s'est créé sur l'utilisation des archives orales, notamment suite à la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation des témoignages des anciens déportés pour contrer les thèses négationnistes, notamment. Ben, il a bien fallu créer des protocoles scientifiques valides pour qu'on puisse utiliser ces témoignages comme de véritables sources d'informations historiques. Et donc, il n'était pas question de dénaturer ce témoignage par un protocole scientifique qui viendrait tordre le témoignage pour qu'il rentre dans le protocole scientifique. C'est l'inverse qui se passe. Oui, mais c'est quand créer on un va- protocole scientifique qui tienne compte de la matière première. Oui, mais quand on va voir un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste, on est quand même plus sur le témoignage, en fait. On va voir un psy, parce qu'on faut se créer sent... un protocole il y a qui deux corresponde choses. à ça. Oui, non, mais c'est très important de revenir. Il y a deux choses. Même sur des thérapies cognitivo-comportementales, et je sais qu'en plus, la question de l'utilisation d'un protocole est quelque chose sur lequel le CES est très vigilante. Un protocole, il y a quelque chose d'un cadre pour valider une méthode, et après, le protocole, ça s'adapte en fonction de la personne qu'on a en face de nous au cabinet. De toute façon. Donc, de toute façon, les protocoles que vous allez avoir vont vous servir de cadre. Si vous êtes, des personnes, et je sais que malheureusement, on en revient sur la question de la formation et de la formation du sophrologue, si vous êtes des personnes qui revomissent un protocole, vous êtes une machine à café, vous ne servez à rien. Et ça, c'est la posture de thérapeute. Et c'est une posture de thérapie qui, de toute façon, est problématique, mais c'est une posture de thérapie qui est problématique dans l'ensemble de la discipline. Là, on ne parle pas de ça, on parle de la validation de votre discipline. C'est complètement différent. Alors avant d'aller boire un café, Ouais. Pas tout de suite, mais avant qu'on enchaîne. une petite précision. Il faut bien distinguer deux combats. Et d'où l'importance d'être vigilant dans l'utilisation des données et de la validation de la sophrologie. Bien sûr que c'est antinomique si un client va venir voir la sophrologie parce qu'il s'attend, il a envie que ça va soulager certains symptômes. Donc là, on est dans quelque chose un peu d'opposé par rapport aux principes fondamentaux de la sophrologie. Okay. Mais ça, c'est dans l'utilisation clinique. Après, on est dans une sophrologie qui est vécue, qui est utilisée dans un cadre et dans une société. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a besoin de cadres, de chiffres, de preuves. Donc après, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on joue le jeu un petit peu de cette preuve dans ce cadre-là
pour convaincre les institutions, pour pouvoir parler aux directeurs des écoles, pour pouvoir parler au ministre de la Santé. Ça sert à ça aussi, la preuve. Ça ne sert pas à parler aux patients. Aux patients, ça va être l'alliance entre les deux et qu'est-ce qui va se passer. Et justement, le posture du sophrologue, c'est d'être sans a priori et sans jugement. Donc, sans attente, faire avec ce qui se passe. Il n'empêche qu'il peut garder en tête que ça peut avoir une certaine utilité. N'oublions pas que les protocoles vont valider pour un plus grand nombre. Il y a toujours des cas particuliers. Donc la question, c'est est-ce que le patient qui vient me voir, c'est un cas particulier ou il fait partie de la généralité pour qui ça va fonctionner. Donc c'est, on va dire, justement, la posture du sophrologue qui va rester sans a priori, sans jugement, malgré sa connaissance de potentiellement ça fonctionne. Merci Aurore. D'ailleurs, merci à tous les trois. Alors, on voit bien que c'est un sujet passionnant. Je suis à la fois désolée de vous frustrer et en même temps, une bonne table ronde, c'est une table ronde au cours de laquelle on se dit « Ah, je ne le savais pas. Ah, je suis content de le savoir. Ah, j'aimerais en savoir plus. » Donc, comme nous sommes arrivés au « J'aimerais en savoir plus », je vous libère. Je vous remercie beaucoup. Bravo.